ici le compteur. Ferme les yeux, détends ton visage, laisse les épaules s'abaisser et respire lentement. Ce soir, je t'emmène là où l'histoire devient murmure, là où les épopées s'achèvent dans le silence du vent. Il fut un homme, un empereur, un nom gravé sur la pierre du temps, un homme que l'on craignait, que l'on admirait, que l'on a suivi jusqu'aux extrémités de l'Europe, jusqu'à l'épuisement des rêves. Ce soir, tu vas entendre l'histoire de sa chute, celle d'un empire qui vacille, d'une étoile qui se consume dans les brumes de la défaite. Ce n'est pas une leçon, ni un livre d'école. C'est un voyage lent, une traversée des derniers jours de gloire, un souffle qui s'éteint dans l'écho des batailles perdues. Tu entendras le cliquetis des sabres sur les routes gelées, les soupirs d'un peuple las, les pas lourds d'un homme seul sur le chemin de l'exil. Tu verras les ombres du passé s'étirer dans la lumière pâle du matin, les drapeaux froissés par la pluie, les cartes repliées, les regards tournés vers un futur sans lui. Laisse-toi porter. Les détails viendront doucement, les images danseront au rythme de ta respiration, et quand le monde autour de toi s'effacera, peut-être qu'il restera une silhouette dans le lointain, une silhouette qui marche encore dans les sables du souvenir. Il y avait eu autrefois des jours de gloire, des jours où les plaines d'Europe tremblaient sous les bottes de ses armées, où les canons portaient son nom et où les cartes se redessinaient à chacun de ses gestes. On l'appelait Napoléon, mais en ce début d'année 1814, la neige ne portait plus l'éclat des victoires passées. Le vent qui soufflait sur la France était chargé d'odeurs étrangères, de langues qu'on ne comprenait pas, de pas ennemis approchant des frontières. Il n'était plus le jeune général fringant, ni l'empereur des temps conquérants. Il était un homme fatigué, prisonnier d'un empire trop grand, trop lourd pour ses épaules, désormais épaissies par les années. Le soleil d'Austerlitz s'était couché depuis longtemps. Le monde avait changé, les alliances s'étaient brisées, les peuples s'étaient lassés. Les visages qu'il voyait autour de lui n'étaient plus ceux des compagnons d'antan. Davout, Lannes, Ney, certains étaient morts, d'autres avaient perdu la foi. Il n'y avait plus cette fièvre dans les regards, plus cette soif de grandeur, seulement l'inquiétude, le doute, l'usure. Il marchait encore pourtant, inlassablement, à travers les campagnes ravagées, les villes en ruine, les villages désertés. Les routes de France devenaient des cicatrices ouvertes, et il avançait au milieu des plaintes, des cloches silencieuses, des murmures dans les chaumières. À chaque halte, il écrivait, traçait des plans, ordonnait des batailles, comme si tout était encore possible, comme si la force seule de sa volonté pouvait retenir l'effondrement. Mais même la volonté d'un empereur a ses limites. Il savait que la fin approchait, même s'il refusait de l'admettre. Il la sentait dans l'air, dans le froid qui s'immisçait dans ses os, dans les regards fuyants des officiers, dans les lettres non lues de Marie-Louise. L'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Angleterre, ils s'étaient tous ligués. Même ses anciens alliés le trahissaient, se retournaient contre lui. L'Europe entière voulait sa chute, et il se tenait là, seul, devant l'orage. Chaque matin, il se levait avant l'aube. Il observait les cartes avec attention, essayant de lire dans les lignes un salut qui s'échappait. Les couleurs qui autrefois recouvraient l'Europe d'un bleu impérial s'étaient effacées, rongées par le rouge des coalisés. Il restait peu de place pour rêver. Il devait se battre. Encore, toujours. Alors il enfourchait son cheval, enfilait ce grand manteau gris devenu légendaire, et repartait vers la ligne de front. Il passait dans les rangs, saluait les soldats, échangeait des paroles simples, directes. Eux aussi étaient épuisés, amaigris, tremblants de froid. Mais lorsqu'ils le voyaient, droit et silencieux, leurs yeux brillaient un instant.
Il était encore leur chef, leur empereur, leur dernier espoir. Et puis il y eut cette campagne de France, ultime, éclatante dans sa tragédie. Il s'y lança avec une énergie que nul n'aurait soupçonnée. Une suite de combats furieux, désespérés, d'embuscades dans les forêts, de charges dans la neige, de replis et d'assauts, comme une symphonie guerrière jouée dans un théâtre abandonné. À Brienne, à Montmirail, à Champaubert, il battait ses ennemis, les repoussait, leur infligeait des défaites éclatantes. Mais c'était une victoire qui ne menait nulle part, une danse sur un sol qui se dérobait, car l'ennemi, trop nombreux, revenait toujours, et chaque pas en avant était une goutte de sang versée de plus. Il dormait peu, mangeait à peine. Ses pensées étaient ailleurs, lointaines, peut-être à l'île de Corse où tout avait commencé, peut-être à Joséphine, morte dans le silence de Malmaison, peut-être à ce fils, né pour hériter d'un trône déjà vacillant. Il écrivait encore, dictait des lettres, des décrets, des proclamations, mais tout sonnait comme un écho dans le vide. La France elle-même semblait hésiter. Les villes n'ouvraient plus leurs portes, les préfets ne répondaient plus. Les Bourbons, en exil depuis plus de 20 ans, reprenaient doucement leur place dans les conversations des salons. Et lui, l'usurpateur, le parvenu, devenait un souvenir en train de s'effacer. Il y eut Fontainebleau, le château figé dans la brume, les couloirs glacés, les tapisseries muettes. Là, il rassembla ses fidèles, les derniers. Il parla d'une voix calme, solennelle, posée. Il annonça qu'il abdiquait, qu'il quittait le pouvoir, qu'il rendait l'épée. Certains pleurèrent, d'autres gardèrent le silence. Le vieux soldat écoutait, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. Napoléon les salua un à un. Il embrassa son drapeau, prononça les mots qu'on graverait plus tard dans les livres. Puis il s'enferma, seul, l'homme du destin, seul face à sa chute. Il y eut la tentative de suicide. Une fiole de poison avalée dans l'ombre. Mais la mort refusa de venir, comme si elle-même hésitait à effacer une telle figure. Alors il se releva faiblement et se prépara à l'exil. On l'envoya à l'île d'Elbe, une roche entre mer et ciel. Là-bas, il ne serait plus qu'un souverain sans royaume, un aigle aux ailes brisées, mais dans ses yeux, la flamme ne s'était pas éteinte. Il regardait l'horizon, comptait les jours, car même dans la défaite, Napoléon ne connaissait pas la résignation. Et pendant que l'Europe célébrait la paix retrouvée, que les rois échangeaient des toasts dans les palais, que les foules acclamaient des visages oubliés, un homme sur une île attendait. L'empereur déchu, seul au milieu de la Méditerranée, méditait sur ses erreurs, sur ses gloires, sur ce monde qu'il avait tant façonné. Le vent soufflait sur les falaises, emportant avec lui les souvenirs d'un empire. Et dans le silence de l'île, on entendait parfois, comme un murmure venu du passé, le galop d'un cheval, une voix ferme qui commande, et l'écho d'un nom immense qui refusait de disparaître. L'air était doux ce jour-là sur l'île d'Elbe, mais dans son cœur, un autre climat grondait. Le monde croyait avoir tourné la page, comme si un empire pouvait s'éteindre sans vacarme, comme si l'histoire acceptait les fins simples. Il regardait la mer chaque matin, chaque soir, scrutant l'horizon comme on lit un présage. Ce n'était pas un roi prisonnier, c'était un stratège en veille. Il notait, observait, mémorisait les mouvements des navires, les nouvelles rapportées par des hommes de confiance, les tensions en France. Il savait que l'ordre installé après sa chute n'était que façade, que Louis XVIII sur son trône vacillant ne possédait ni l'adhésion ni l'élan, que la France frémissait encore de souvenirs. Il suffisait d'un souffle, d'une étincelle, et tout pouvait reprendre. Alors, une nuit de février, il donna l'ordre.
discret, précis, foudroyant. Les voiles furent tissés, les sabres dissimulés, et l'aigle s'élança de son île, en ligne droite vers la France, vers le passé, vers l'impossible. Ils étaient à peine 1 millier à bord, des vétérans, des fidèles, des hommes au visage tanné par les campagnes. Certains doutaient, d'autres souriaient, mais tous suivaient celui qu'on n'appelait plus que par son prénom, Napoléon. Le voyage fut rapide, périlleux, traversant mer et vent, esquivant les patrouilles. Et puis la côte se dessina, les premières collines, le premier village, la première route. Il posa le pied sur la terre de France comme un roi sans couronne et marcha. Pas de conquête, pas d'armée, juste une foi immense. Il marchait vers Paris, seul, désarmé, et face à lui les troupes royales s'approchaient. À l'affrée, la confrontation semblait inévitable. Les fusils étaient braqués. Lui s'avança sans armes, ouvrit son manteau et dit d'une voix claire : « Soldats, reconnaissez votre empereur. S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son général, me voici. » Le silence fut total. Puis les fusils tombèrent. Un cri jaillit, immense. « Vive l'empereur !» Les rangs changèrent de côté. Le roi perdait une armée. Napoléon en retrouvait une. À chaque ville, il était acclamé. À chaque halte, les foules grossissaient. Il avançait comme dans un rêve, sans tirer un coup de feu, sans verser une goutte de sang. Louis XVIII s'enfuit. Paris l'accueillit. En 3 semaines, l'aigle avait traversé la France et repris son trône. C'était le retour prodigieux. L'histoire avait cédé à sa volonté. Le peuple n'avait pas oublié. Mais le monde non plus. Les cours d'Europe s'alarmaient. Les alliances se reformaient. L'ombre de la guerre s'épaississait. Napoléon tenta de rassurer. Il parla de paix, de stabilité, d'un empire modéré. Mais il savait que c'était vain. Ses ennemis voulaient en finir. Une bonne fois pour toutes. Alors il prépara une nouvelle campagne, une dernière, une chance. Il rassembla les troupes, réorganisa les bataillons, redonna confiance. Il voulait frapper vite avant que l'Europe entière ne fonde sur lui. Il voulait couper l'ennemi en deux, briser l'avance, renverser le cours. Le Nord fut choisi, la Belgique, là où les armées alliées convergeaient. Wellington pour l'Angleterre, Blücher pour la Prusse. Napoléon avançait, rapide, efficace. L'expérience parlait. Il écrasa les Prussiens à Ligny, manœuvra habilement, mais ne les anéantit pas. À ce moment-là, la victoire était encore possible. L'empereur croyait à son étoile. Le 21 juin 1815, il se leva tôt. C'était un dimanche gris. Le vent soufflait sur les plaines de Waterloo. Là, au sud de Bruxelles, l'avenir se joua. Il observa le champ. Les lignes ennemies s'étendaient, bien ordonnées. Il attendit que le sol sèche. Trop longtemps. Le matin s'échappa. Il donna l'ordre. L'assaut fut brutal, mais contenu. Les Anglais, solidement ancrés, résistaient. La pluie de la veille avait alourdi le terrain, empêchant les manœuvres rapides. Les attaques françaises se succédaient, sans percée décisive. Il lança la garde impériale, la vieille garde, celle que rien ne faisait reculer. Ils marchèrent, en rang serré, vers les collines, mais les feux anglais les attendaient. Ils tombèrent un à un, et pour la première fois la garde recula. Ce fut un choc, un frisson, puis une panique. L'armée française se disloqua. Le mot courut, implacable. « Sauve qui peut !» La déroute était totale. Napoléon avait tout perdu, encore. Et cette fois, il le savait, il n'y aurait pas de retour. Il rentra à Paris épuisé. Le pouvoir lui échappa. Les députés le pressèrent d'abdiquer.
Il le fit à nouveau, mais aucun exil doré ne l'attendait. L'Europe voulait l'écarter à jamais. Ils choisirent un rocher, Sainte-Hélène, perdu dans l'Atlantique Sud, loin de tout, là où aucun rêve ne pourrait naître, là où l'on enferme les fantômes trop vivants. Il embarqua, escorté, surveillé, surveillant lui-même les visages autour de lui. La mer, cette fois, ne promettait rien, pas de retour, pas de gloire. Seulement le sel, le vent, le vide. Le voyage fut long, les pensées infinies. Il repassait les moments, les erreurs, les fulgurances. Il se souvenait de Bonaparte, jeune général en Italie, d'Austerlitz, de Moscou, des serments, des trahisons. Il se souvenait de Joséphine, de la couronne posée sur sa propre tête, des cris de la foule, de l'écho des sabots sur les routes d'Europe. À Sainte-Hélène, il posa le pied, comme dans un autre monde. L'île était rude, battue par les vents, parsemée de roches sombres. Il s'installa à Longwood House, simple demeure, humide, surveillée. Il écrivit, beaucoup, dicta ses mémoires, parla à ses rares compagnons, rêva. Parfois il sortait, marchait dans les sentiers rocailleux, observait l'océan. Il ne parlait plus d'empire, mais de justice, d'histoire, d'avenir. Le monde l'avait banni, mais il refusait d'être oublié. Les années passèrent, son corps se fatiguait, des douleurs, des fièvres, des nuits sans sommeil. Il le sentait, la fin approchait. Il regardait les étoiles, pensait à la France, à son fils qu'il ne reverrait jamais. Un soir, il murmura « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Puis le silence. Le 6 mai 1821, Napoléon s'éteignit. L'île, ce jour-là, fut plus calme encore. Le vent tomba, et quelque part, dans le ciel lourd de l'Atlantique, une page se tourna. L'aigle avait fini sa course. Longwood, un nom doux et dur à la fois, une maison posée au milieu du néant, entourée de buissons battus par le vent, perchée sur une île où le ciel semble plus proche de la terre. Sainte-Hélène n'était pas une terre d'exil comme les autres, c'était une fin de monde, un coin oublié entre les courants marins, loin de tout, où l'on ne venait jamais par hasard. Là, dans cette prison naturelle, Napoléon vécut ses derniers jours, non pas dans le tumulte, ni dans la guerre, mais dans le silence d'une vie qui se repliait. Il n'était plus l'empereur, ni le stratège. Il était un homme avec une mémoire vaste, comme un empire disparu. Chaque matin, il ouvrait les yeux sur les mêmes murs, la même lumière, les mêmes visages. Autour de lui, quelques fidèles, Montholon, Bertrand, Lasquès, des hommes loyaux, épuisés par l'isolement mais tenaces. Il notait ses paroles, l'écoutait parler, le regardait s'affaiblir. Parfois, il se taisait longtemps, plongé dans ses pensées. Parfois, il dictait pendant des heures, détaillant batailles, discours, décisions. Il voulait laisser une trace, une version de l'histoire. Dans les couloirs de Longwood, l'air était humide, l'île suintait, les papiers moisissaient, les draps se couvraient de sel, les murs transpiraient. On entendait le vent siffler entre les pierres et la mer au loin comme une respiration continue. Les jours se ressemblaient, s'effaçaient les uns dans les autres. Pourtant, dans ce quotidien figé, quelque chose persistait, une force intérieure, une présence. Il n'était pas un prisonnier, il était un exilé en majesté. Même sans couronne, même sans trône, Napoléon restait Napoléon. Sa voix posée gardait la clarté du commandement. Il décidait encore de ses horaires, de ses menus, de ses promenades. Il écrivait l'histoire, non pour plaire, mais pour dominer la mémoire. Il voulait que l'avenir se souvienne de lui comme il le désirait. Il parlait beaucoup du passé, de l'Égypte, de Marengo,
de l'Italie, de ses hommes. Il se rappelait les regards croisés avant une bataille, les mots chuchotés à l'oreille d'un maréchal, les odeurs du bivouac. Il décrivait avec précision les cartes, les mouvements, les tactiques, comme si en parlant il pouvait rejouer les scènes, les corriger, les revivre. Il ne parlait presque jamais de Moscou, ou alors brièvement, d'un ton froid, comme d'un cauchemar qu'on effleure sans le nommer. Il évoquait Joséphine parfois, d'une voix adoucie. Il disait qu'elle lui manquait. Il parlait de son fils, l'Aiglon, comme d'un espoir lointain. Mais il savait qu'il ne le reverrait pas. Il savait aussi que l'Europe ne permettrait pas à ce fils de porter son nom en paix. Il y avait sur l'île un gouverneur britannique, Hudson Lowe, un homme rigide, méfiant, qui veillait à ce que l'exil reste un exil. Les deux hommes se méprisaient. Le gouverneur voyait en Napoléon un manipulateur, un danger. Napoléon voyait en Lowe un petit homme à la mesure de son isolement. Les affrontements entre eux étaient constants, sur des détails. Une promenade refusée, une lettre interceptée, une visite limitée, tout devenait sujet de dispute. Mais Napoléon gardait la hauteur. Il appelait l'île son abattoir. Il parlait d'assassinat lent. Il savait que l'on voulait l'effacer peu à peu, l'user, le briser sans bruit. Mais il résistait, par la parole, par l'écriture, par la pensée. Il aimait regarder l'océan. Il sortait parfois, marchait lentement, le pas plus lourd. Il s'arrêtait, contemplait l'infini, l'eau, le vent, les nuages. Parfois il parlait seul, doucement. Parfois il restait silencieux, les mains croisées dans le dos. Il observait les oiseaux, les herbes, les rochers, tout ce qui lui restait. À Longwood, il avait quelques objets, une mappemonde, des livres, quelques uniformes, un sabre, des traces d'un autre monde. Parfois il portait encore son manteau gris. Il se tenait droit, face au vent, comme s'il attendait une armée invisible, comme si l'histoire pouvait surgir de l'horizon. Mais le temps rongeait son corps, des douleurs lancinantes, des fièvres nocturnes, des fatigues profondes. Il perdait l'appétit, dormait mal. Les médecins parlaient de troubles gastriques, peut-être un ulcère, peut-être pire. Lui ne disait rien. Il endurait, comme toujours. Il savait que le corps allait céder, que l'esprit suivrait. Il disait « J'ai tout connu, la guerre, la gloire, l'amour, la trahison. Il ne me manque que la mort. » Il ne craignait pas de mourir. Il craignait d'être oublié. Alors il dictait inlassablement son testament politique, son évangile d'empereur. Il réécrivait sa vie comme un stratège trace une bataille. Chaque mot était pesé, chaque souvenir sculpté. Autour de lui, ses fidèles devenaient des témoins, des gardiens. Ils écrivaient, eux aussi, notaient les gestes, les phrases, les silences. Ils savaient que leur présence ici était historique. Ils étaient les derniers à voir l'aigle, les derniers à entendre sa voix. Il y avait parfois des éclats, des colères brèves, mais aussi des tendresses inattendues, un regard doux, une phrase murmurée. Napoléon, dans sa fragilité, devenait plus humain. On devinait derrière le masque l'homme fatigué, blessé, seul. Puis vint cette nuit de mai, le souffle court, la peau pâle, les yeux voilés. Il murmura encore, des mots épars, des noms, une prière peut-être, une déclaration peut-être. Nul ne sut vraiment. Et puis, le silence. Un silence lourd, profond, définitif. Le matin, l'île fut figée. Les Anglais baissèrent les armes. Les Français se tinrent droit. Napoléon était mort. L'île, pour un instant, devint un empire. Et Longwood, un tombeau. On l'enterra là, dans une vallée verdoyante,
sans nom, sans croix, par ordre du gouverneur, une simple dalle. Mais les fidèles savaient, et les siècles aussi, car la mémoire d'un homme comme lui ne s'efface pas dans la roche. Elle voyage, elle traverse les temps, elle se grave dans les consciences. Et ce soir, dans le murmure des vagues, dans le souffle des vents, sur une île que peu savent situer, repose celui qui un jour embrassa la France tout entière. Il dort sous les étoiles, sous les nuages atlantiques, loin du monde, mais si près du souvenir. Le temps passe, les saisons se succèdent, indifférentes aux tragédies humaines, et pourtant, certaines figures résistent. Elles traversent les années comme des ombres immenses, suspendues entre l'histoire et la légende. Napoléon était mort, mais il n'avait pas disparu. Son corps, certes, reposait loin, enseveli dans la terre battue de Sainte-Hélène, mais son nom, lui, flottait encore dans les salons de Paris, dans les rues de Londres, dans les campagnes de Russie, dans les écoles, dans les rêves. Il était devenu plus qu'un homme, il était devenu une mémoire vivante, un mythe en mouvement. Chaque soir, quelque part, un vieux soldat racontait ses campagnes. Chaque matin, quelque part, un enfant lisait son nom dans un livre à peine ouvert. Et dans l'ombre des rois revenus, dans les couloirs du pouvoir restauré, on craignait encore son fantôme. À Paris, la monarchie s'installait avec prudence. Les Bourbons étaient revenus, comme si le temps pouvait être effacé. Mais la France n'était plus la même. Elle avait connu l'Empire, elle avait vu l'ordre, le mouvement, la grandeur. Elle avait entendu le bruit des tambours, le chant des victoires, le souffle d'un avenir audacieux. Alors, malgré la paix apparente, malgré les balles et les uniformes blancs, le souvenir de Napoléon persistait. On murmurait son nom dans les cafés, on le gravait discrètement sur les bancs publics. On en parlait bas, mais avec une intensité farouche. Il n'était plus l'usurpateur, il devenait l'héritage. Et puis en 1821, à la nouvelle de sa mort, le monde frémit. Certains soupirèrent, d'autres pleurèrent. Les journaux publièrent des récits, des critiques, des louanges, mais l'émotion était là, car même ses ennemis reconnaissaient en lui quelque chose d'exceptionnel, un souffle qu'aucune politique ne pouvait contenir. On commença à écrire des mémoires, des biographies, des pamphlets. Les récits se multiplièrent, parfois glorieux, parfois accusateurs, mais tous confirmaient une chose: Napoléon n'était pas un oubli, il était une présence, invisible mais réelle. Les soldats de la vieille armée formaient une sorte de fraternité silencieuse. Ils se retrouvaient entre eux, échangeaient des anecdotes, levaient leur verre à celui qu'ils appelaient toujours l'empereur. Ils portaient encore leurs décorations, repassaient leurs vieux uniformes, racontaient leurs blessures. Ils se souvenaient d'Austerlitz, d'Iéna, de Wagram et même de Waterloo, sans honte, car être tombé avec Napoléon, c'était tomber debout. C'était appartenir à une épopée. Une génération entière avait vécu dans son sillage, et elle n'allait pas se taire. Et puis il y eut une rumeur, une idée, une vague promesse. Ramener son corps, le faire revenir, lui rendre sa place. L'idée grandit lentement puis s'imposa. En 1840, le roi Louis-Philippe autorisa le retour des cendres. Ce fut un événement national, une procession sans égale. Le cercueil fut extrait de la terre de Sainte-Hélène, placé dans une embarcation sous escorte. On traversa l'océan, on ramena l'aigle. À Paris, la foule se pressait. Les rues étaient noires de monde. Tous voulaient voir passer le convoi. Tous voulaient rendre un dernier hommage. Ce n'était plus une question de politique.
C'était un moment d'histoire, une cérémonie de mémoire. Le cercueil massif fut porté sous les voûtes des Invalides. On entendait les tambours battre lentement, les canons résonnaient dans le lointain, et dans le silence solennel, on déposa Napoléon sous le dôme doré, dans un sarcophage de porphyre, comme un roi antique. Là, dans cette crypte monumentale, entouré de gloires sculptées, de noms gravés dans la pierre, il repose, non plus seul sur une île battue par les vents, mais au cœur de la France, là où les pas résonnent, là où les visiteurs murmurent, là où l'histoire se courbe. Son tombeau est une œuvre, un symbole, une parole silencieuse, et ceux qui s'y rendent, même sans le dire, ressentent cette présence, immense, silencieuse, vivante. Mais Napoléon ne dort pas que sous le marbre, il vit dans les idées, dans les institutions qu'il a fondées, le Code civil, les lycées, la Légion d'honneur. Il vit dans la géographie, dans les frontières qu'il a dessinées, dans les routes qu'il a ouvertes, dans les monuments qu'il a inspirés. Il vit dans la langue, dans les expressions, dans les récits, dans les tournures familières. Il vit dans l'imaginaire, dans les peintures, les livres, les musiques. Chaque génération le redécouvre, chaque époque y projette ses rêves ou ses peurs. Certains le voient comme un génie, un bâtisseur, un homme d'ordre, d'autres comme un dictateur, un tyran, un homme de guerre, mais nul ne l'ignore. Et c'est cela, peut-être, le véritable pouvoir, persister dans la mémoire, au-delà des jugements, être encore interrogé, encore discuté, encore admiré ou critiqué. Être toujours là, entre les lignes des livres, dans les silences des musées, dans les discussions d'un soir. Napoléon est un miroir, il reflète ce que l'on veut y voir. Un rêve français, une ambition folle, une tragédie humaine, une grandeur éphémère. Et toi, qui écoutes ce murmure dans le noir, toi qui laisses ton esprit dériver entre les batailles lointaines et les exils oubliés, peut-être sens-tu aussi cette ombre, non pas menaçante mais enveloppante, une ombre portée sur les siècles, une présence paisible, car même les géants finissent par se taire, mais leur souffle reste discret comme un vent dans les feuillages. Et ce souffle ce soir berce ton sommeil. Il est des figures qui peuplent les rêves comme des étoiles qui refusent de s'éteindre. Napoléon fait partie de celle-là. Une silhouette drapée dans un manteau gris, les mains croisées dans le dos, les yeux perdus au loin, scrutant l'horizon d'un monde qu'il voulait ordonner. Même endormi, l'esprit le retrouve. Il revient dans les songes comme une scène récurrente. Des chevaux lancés au galop sur les plaines d'Europe, des cartes dépliées sous des bougies vacillantes, des voix qui murmurent des ordres, des batailles silencieuses dans le brouillard. Il ne parle pas, il est là, simplement, présent, droit, inébranlable, comme un écho du passé venu hanter la nuit, non pour faire peur mais pour fasciner. On le rêve empereur, bien sûr, mais on le rêve aussi enfant, jeune garçon corse, maigre, sérieux, solitaire, assis au bord d'une falaise, les yeux levés vers le ciel immense. Il regarde les nuages comme on devine un avenir, il écoute le vent comme un appel. Déjà, il pense au-delà, il ne joue pas, il imagine des armées, des victoires, des cartes à conquérir. Ses camarades s'étonnent de sa gravité, mais lui sait déjà qu'il ne marchera pas dans les pas des autres. Le monde l'attend, il le sent, il l'écrit dans ses cahiers, dans ses silences. Puis vient la jeunesse, les premiers commandements, le feu, la surprise. À Toulon, il se révèle, l'artillerie devient son langage. Il comprend les mouvements, les lignes, les failles.
Il voit ce que les autres ignorent. Il agit vite, frappe fort. La République l'adopte, le peuple l'ovationne. Et lui, sans hausser le ton, sans chercher la lumière, avance. L'Italie l'accueille comme une terre neuve. Il y déploie son génie. En quelques semaines, il transforme une armée désorganisée en force victorieuse. Il écrit à Joséphine des lettres enflammées, trace des décrets, réorganise les villes. Il ne dort presque pas. Il brûle de l'intérieur, une énergie rare, brûlante, intarissable. Puis vient l'Égypte, le désert, les pyramides sous la lune, les étoiles posées sur le sable. Il cherche autre chose là-bas, une autre dimension, une vérité. L'Orient le fascine. Il y mène ses troupes, affronte la chaleur, les embuscades, les fièvres. Il pense à Alexandre. Il veut inscrire son nom aux côtés des anciens, et dans les temples millénaires, il sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Il s'éloigne de l'Europe, mais déjà l'Europe l'appelle. Il reviendra, plus puissant, plus décidé, car ce qui palpite en lui est plus fort que les frontières, plus grand que les titres. C'est une vision, le consulat, puis l'empire. Il ne prend pas le pouvoir, il le saisit comme une nécessité, comme une évidence. Il apporte la stabilité, la paix temporaire, l'ordre. Il trace les routes, réforme les lois, fonde les institutions. Tout doit être clair, rapide, efficace. Il travaille jour et nuit. Il veut comprendre tout, diriger tout. Rien n'échappe à son œil. Il parle peu, mais chaque mot compte. Il impressionne. Il gouverne. Il fascine. Même ses ennemis lui reconnaissent un éclat, une intelligence presque inhumaine. On dit de lui qu'il devine l'avenir, qu'il pressent les événements. Et puis l'Europe, l'immensité, les alliances, les trahisons, les guerres. L'Espagne s'enlise, la Russie s'éloigne, l'Angleterre résiste, il avance toujours, même quand le sol se dérobe, même quand les armées s'amenuisent, même quand les regards se détournent, il refuse de plier, il est lancé comme un météore, et dans sa course, il bouscule tout, roi, nation, loi, tradition. Il veut refaçonner le monde. Il ne veut pas la paix, il veut la clarté. Il ne cherche pas la gloire, il veut l'harmonie selon sa propre vision. Mais l'histoire n'obéit pas aux volontés seules. L'hiver russe, la campagne d'Allemagne, les désertions, les fatigues, tout s'accumule. Et l'homme, aussi fort soit-il, reste un homme. Il voit son œuvre se fissurer, il tente de recoller, de se battre encore, il y met toute son âme. Chaque bataille devient une prière, chaque mot un testament, et dans le bruit des canons, dans la fumée des combats, on entend battre le cœur d'un monde qui s'effondre. Il finit seul, exilé, mais pas vaincu, car dans le silence, dans la douleur, dans l'attente, il continue à bâtir, non plus des empires de pierre, mais des empires de pensée. Il façonne son souvenir, il polit sa légende. Il sait que la postérité est le dernier trône, et qu'il s'y assiera. Alors ce soir, quand tes paupières deviennent lourdes, quand les images se mêlent aux pensées, laisse-toi porter, ferme les yeux et imagine-le, marchant lentement sous les arbres, un soir d'automne, le pas mesuré, le regard lointain, l'esprit plein de monde. Il ne parle pas, il t'observe, il sait que tu rêves, et dans ton rêve, il vit encore. Il y a dans certaines fins une forme de douceur étrange, comme un grand calme après la tempête, comme un silence qui n'efface rien, mais qui apaise.
La vie de Napoléon s'est éteinte comme un brasier immense dont les dernières braises crépitent encore dans les mémoires. Pourtant ce soir ce n'est pas de ses conquêtes que nous allons parler, ni de ses lois, ni de ses batailles. Ce soir, dans le silence de la nuit, il ne reste que l'homme, délesté de ses titres, de ses uniformes, de ses aigles, un homme seul face au mystère du monde, face au poids de sa vie, face à l'invisible. Il avait tout connu, le frisson de la victoire, la solitude du pouvoir, la morsure de la trahison. Il avait marché dans la neige de Russie, dans le sable d'Égypte, sous la pluie de Waterloo. Il avait tenu entre ses doigts les cartes de l'Europe. Il avait vu naître et mourir des royaumes, déchirer des traités, fait et défait des trônes. Mais rien de tout cela ne l'a préparé à l'exil, car l'exil, ce n'est pas seulement l'éloignement, c'est l'absence de ceux qu'on aime, de ce qu'on a construit, de ce que l'on fut. Sur son rocher, au milieu de l'océan, il ne commandait plus rien, il n'était plus que mémoire vivante. Et pourtant, il restait digne, fier, entier. On raconte qu'il se levait tôt, même quand son corps ne le lui permettait plus. Il s'habillait avec soin. Il dictait encore. Ses pensées étaient claires, même si sa voix parfois tremblait. Il observait les nuages, les oiseaux, le vent. Il parlait peu, mais il écoutait. Et dans son regard, on lisait encore cette lueur étrange, celle des hommes qui savent qu'ils ont vécu intensément, pleinement, dangereusement. Il ne regrettait rien, ou presque. Ce qu'il avait été, ce qu'il avait fait, appartenait désormais à l'histoire. Et il en acceptait la charge. Il se savait jugé, condamné par certains, sanctifié par d'autres, mais il n'écrivait pas pour plaire. Il écrivait pour transmettre, pour que ceux qui viendraient après comprennent, non pas pour le justifier, mais pour dire ce que c'est, véritablement, que de tenir un monde entre ses mains et de le perdre. Il ne cherchait pas à effacer ses fautes, il les nommait, il les posait là avec lucidité. Il disait « J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours voulu le bien de mon peuple ». Et cette phrase simple traversait les murs de Longwood, traversait le temps. Lorsque la fin s'est annoncée, il n'a pas résisté. Il a souffert, oui, longuement, en silence. Le corps a cédé lentement, mais l'esprit est resté éveillé. Il parlait de la France, il prononçait des noms, il appelait Joséphine, il évoquait son fils, des bribes comme des lueurs dans le noir. Puis il a fermé les yeux, et tout s'est arrêté. Comme une note qui s'éteint dans l'air, le silence a pris sa place, profond, immense, un silence de pierre, un silence d'empire. Mais les silences de certains hommes résonnent plus fort que des discours. Ils s'inscrivent dans les pierres, dans les livres, dans les mémoires. Et c'est ce silence-là que la France a recueilli, qu'elle a enfermé sous le dôme des Invalides. Pas seulement le corps, mais tout ce qu'il avait été, l'enfant corse, le général victorieux, l'empereur des réformes, l'exilé aux yeux sombres, le rêveur d'ordre et de grandeur. On l'a ramené chez lui, non pour le couronner à nouveau, mais pour lui dire qu'il faisait partie de nous, à jamais. Aujourd'hui encore, des visiteurs marchent sous la coupole. Ils s'arrêtent, ils lisent les noms. Austerlitz, Iéna, Marengo, et au centre le sarcophage, immobile, majestueux, paisible. On y ressent quelque chose, pas de peur, pas d'admiration béate, une forme de respect, de recueillement, comme devant une œuvre immense, dépassée par le temps, mais encore vibrante. Ce tombeau n'est pas un point final, c'est une virgule suspendue dans le récit du monde, car Napoléon ne dort pas vraiment. Il veille, il inspire, il interroge, chaque époque revient vers lui avec ses propres questions.
Était-il un héros ou un despote, un bâtisseur ou un conquérant, un visionnaire ou un illusionniste? La réponse ne peut être simple, parce qu'il était tout cela à la fois. Et plus encore, il était un homme pris dans le tourbillon du destin, un homme qui a cru que la volonté pouvait tout plier, même l'histoire, et qui, jusqu'au bout, n'a cessé d'agir, de penser, de rêver. Et toi, qui dors peut-être déjà, toi qui as laissé ton esprit flotter dans les plis d'un manteau gris, dans l'éclat des batailles lointaines, dans les murmures d'une époque révolue, sache que tu n'es pas seul. Les grandes figures veillent toujours, non pas pour te commander, mais pour t'accompagner, comme des phares dans le brouillard, comme des échos dans la nuit, comme des souffles anciens qui viennent bercer les âmes modernes. Alors repose-toi, l'histoire peut attendre, le monde peut tourner sans toi pour un moment, et dans ce sommeil tranquille, peut-être verras-tu, dans un rêve doux, un homme sur une falaise, face à la mer. Il ne dit rien, il t'attend, il te salue et il disparaît, lentement, dans la lumière du matin. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.